Bonjour à toutes et à tous, bienvenue parmi nous. C'est avec plaisir que je vous retrouve dans ce nouveau Diasporama où nous parlerons aujourd'hui de cette diaspora dont on parle tant à travers nos émissions et nos invités. Aujourd'hui, nous allons un peu plus, j'ai envie de dire, l'analyser avec une spécialiste de la question, avec Madame Tamila Hashmi, avec nous à partir de Marseille. Bonjour. Bonjour Maya, comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous C'est à êtes vous. avec nous à partir de Marseille et votre profil, mais alors, nous intéresse beaucoup puisque aujourd'hui, nous allons un petit peu nous arrêter sur cette population immigrée dont on parle tant, population immigrée de manière directe ou descendante de parents immigrés. Vous en êtes un peu l'exemple puisque vous êtes né en Algérie, vous avez grandi en Algérie, vous êtes parti étudier à l'étranger comme beaucoup d'Algériens. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte vous êtes parti, en fait, étudier? Et en étant en Algérie, qu'est-ce qui vous a amené à partir étudier et plus précisément la psychologie? Bien sûr, bien sûr, avec grand plaisir. C'est une grande question, comme celle qu'on va traiter aujourd'hui d'ailleurs. Bah, écoutez, moi je vais commencer peut-être par le début, c'est-à-dire que moi je suis qui? Je suis une jeune femme de 30 ans, donc qui est née dans les années 90, d'Algérie ayant grandi à la capitale. Donc, on sait très bien que toutes les personnes, toutes les gens de cette génération qui sont nés à ce moment-là ont été post-décennie noire. Donc, Mhm. on a un vécu réellement différent de l'Algérie que nos parents. En fait, vous Euh, êtes né pendant la décennie noire, Tout à fait, tout à finalement, fait. oui. Mhm. Donc, les gens de ma génération, c'est qui? C'est ceux qui n'ont connu qu'un seul président, qui ont connu l'après-décennie noire, qui ont grandi dans ce contexte-là, qui ont assisté à plein d'événements comme l'arabisation de l'éducation, comme beaucoup d'événements de ce type. Et moi-même, en tant que jeune, je me posais énormément de questions parce que, euh, parce que j'observais beaucoup de dissonances, beaucoup de paradoxes autour de moi, en fait. Mhm. Déjà, pour commencer par le début, moi, je savais que le peuple algérien était un peuple très soudé, très solidaire, plein d'amour, extrêmement résilient. On a pu le voir dans plein d'événements, notamment en 2003, enfin, même en 2001. Enfin, moi, de mon vécu, en tout cas, en étant enfant, j'observais ça. Et il me Mhm. semblait curieux qu'un peuple aussi plein d'amour ne parle jamais d'amour. Il me semblait curieux qu'il y ait autant de tabous, de pudeurs sur certaines choses. Il me semblait curieux que lorsque des étudiants sud-africains venaient à Alger, on les appelle des Africains. Vous voyez? Il y a plein d'éléments comme ça qui me posaient question. Pourquoi est-ce que l'arabe qu'on apprenait à l'école n'était pas le même qu'on parlait dehors? Plein de questions comme ça. C'est parti de Mhm. questions d'enfants, en fait. Mhm. Et ces questions-là, j'ai compris que je n'avais aucune réponse qui me satisfaisait, ni à l'école, ni à la maison, ni dehors. Je ne trouvais pas d'informations qui m'aident à comprendre un peu tous ces paradoxes que j'observais autour de moi. Et dès que j'ai compris ce que voulait dire la psychologie, donc l'étude du comportement humain, là, j'ai compris que c'était en lien avec les humains et je me suis dit bah, que c'est là-dedans que j'ai envie de m'enligner. Alors, dites-nous, Tamila Hashmi, qu'est-ce qui a motivé le choix de vos études de psychologie et de la spécialité de psychologie sociale surtout. C'est une très bonne question. Je suis très contente que vous me la posiez. En fait, j'ai toujours été convaincue que pour moi, on n'apprend que des gens, ou presque. Et le peuple algérien, pour moi, est magnifique. Magnifique de contradictions, d'entraide, de solidarité, d'amour. Et dès que j'ai compris que la psychologie, c'était l'étude du comportement humain, ce que je trouvais le plus intéressant, c'était les humains. Donc j'ai voulu m'ancrer là-dedans. Sauf que je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de dissonances et beaucoup de choses qui me semblaient floues, incompréhensibles, vraiment incompréhensibles, notamment sur la question des tabous, des non-dits, des vécus très durs que ce peuple a eus et qui, malgré ça, garde le sourire, évite d'aborder le malheur. Euh,
vit les choses de manière très différente d'ailleurs, qui porte son regard sur l'Occident et non sur l'Afrique, qui appelle les Noirs subsahariens des Africains. Il y avait plein de dissonances comme ça que j'essayais de comprendre. Et, et en fait, on ne pouvait pas les comprendre sans avoir fait tout le chemin historique, systémique, tout le processus, sans connaître vraiment l'entièreté de l'histoire. Donc, Oui, je me suis dit, OK, les événements qui arrivent façonnent un peuple, façonnent les gens, individuellement comme collectivement. Ça m'intéresse. Et quand j'ai commencé à dire que je voulais être psychologue, on m'a sorti les phrases qu'on sort souvent. On n'est pas fou, mm, ce n'est pas notre culture. Non, mais chez nous, ça marche pas, les psychologues. Nous, on a la foi. Et moi, j'ai dit, mais attends, tradition, culture, religion, chez nous, ne font presque qu'un. Mais revenir à dire qu'on n'a pas besoin de psychologue et que c'est pas pour nous, c'est revenir à dire qu'on n'a pas de profondeur. Sauf que c'est pas mm, vrai. C'est absolument pas vrai. Et là là où ça m'a mis la puce à l'oreille, c'est que je me suis dit, en faisant mes recherches parce que ça m'intéressait, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de recherches menées sur le sujet. L'aspect identitaire, enfin en tout cas en psychologie, la question identitaire, la question interculturelle, le social en dehors de la psychologie du travail, tout ce pan-là était pratiquement ignoré. mhm. Ignoré, et la plupart des chercheurs et de mes professeurs aussi offrait une vision du comportement humain. Il faisait partie d'une certaine catégorie de personnes, une certaine génération d'Occident, et qui portait un regard sur le fonctionnement psychologique des foules, des masses, des communautés de chez nous. Sauf que Oui, je ne m'y retrouvais pas. Je n'apparaissais nulle part dans tout ça. mm, Et il m'a semblé important qu'on le fasse et que ça commence avec nous. D'où l'idée de, voilà, je voulais apprendre à faire ça. Le va-et-vient entre l'ailleurs, l'ici, l'individu, la société, psychologie sociale. oui. En tout cas, vos interrogations vous ont poussé donc déjà à partir étudier à l'étranger, le Canada, par exemple, grand pays de migration et d'émigration par excellence, l'Amérique du Nord. Il y a une bonne communauté maghrébine et algérienne euh, là-bas. L'Europe, en France, où vous êtes établi à Marseille. Déjà, entre ces deux populations immigrées, ces populations algériennes émigrées, entre le Canada et la France, est-ce que vous retrouvez dans vos recherches, dans vos consultations, les mêmes problématiques, les mêmes troubles, j'ai envie de dire, puisque si on vient vous voir, c'est qu'on on va mal. Vous êtes psychologue. Donc, voilà, psychosociologue, mais psychologue surtout. Donc, il y a tout ce mal-être très connu chez les émigrés déjà de manière globale. Mais je me demande d'ailleurs si vous recevez dans votre cabinet des émigrés d'autres nationalités que algériens, par exemple. Voilà. Donc, Oui, tout à la fait. question de comparer les deux communautés immigrées algériennes au Canada et en France, est-ce que même trouble, même symptômes, même mal-être ou alors différents? Et est-ce que vous recevez aussi des patients d'autres communautés, d'autres nationalités? Hmm. Écoutez, je vais commencer par répondre par la première question. Entre le Canada et la France, j'ai trouvé de très grandes différences. Mhm, Entre les familles ou les personnes immigrantes algériennes. Il y a beaucoup de familles, mais pas seulement. Des étudiants, des personnes isolées, des personnes seules, mineurs non accompagnés aussi. Il y a toutes sortes de profils. Donc déjà, il faut partir du principe qu'on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables, sachant que mhm, chacun de ces profils présente des besoins différents. Qu'il s'agit d'un aîné qui rejoint sa famille là-bas, d'un jeune qui vient seul, d'un couple qui espère un meilleur avenir, construire une famille, ou d'un homme de 50 ans qui souhaite refaire une vie, les enjeux ne sont pas les mêmes. mhm, Donc il y a déjà ça, où que ce soit dans le monde. Ensuite, entre le Canada et la France, il y a de grandes différences du fait des systèmes. Les systèmes sont très très différents, donc les défis ne sont pas les mêmes. Quand on arrive au Canada, on sait très bien que c'est un pays déjà qu'on connaît mal, comparé à la France, qui culturellement est très éloignée de nous. C'est une culture anglo-saxonne aussi, malgré le fait qu'ils parlent français.
Et beaucoup de gens arrivent au Québec, notamment, pensant que le français va être un facilitant, sauf qu'ils se rendent compte que culturellement, c'est complètement différent des repères qu'on a. Mhm, Donc déjà, le Canada, il y a un côté un peu rêve américain, où aussi on démarre tous à la même enseigne. C'est-à-dire qu'ils reçoivent tellement de migrants de par le monde, tout le monde est logé à la même enseigne. Donc ça a des points positifs comme des points négatifs. Tout le monde repart de zéro. Les enjeux ne sont pas les mêmes, notamment pour les familles. Parce que les familles qui viennent au Canada, c'est souvent des familles, c'est dans l'idée d'offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Et les enfants sont l'enjeu de l'immigration au Canada. mhm, mhm, Voilà. Donc souvent, ça crée un fossé énorme parce que énormément de ressources sont prévues pour les enfants qui vont aller à l'école québécoise, Il y a beaucoup de ressources pour les migrants, mais on se rend compte qu'il y aura un traitement différent pour les enfants qui vont naître là-bas ou qui vont grandir là-bas et pour les parents. Ce sont des enjeux très, très différents. Le Canada aussi euh, fonctionne de manière différente sur beaucoup d'aspects comme l'éducation, la santé, ce qui n'amène pas les mêmes effets systémiques. En France, c'est pas pareil. Le Québec est une ancienne colonie française. Ça crée des points communs et un rapport, on pourrait dire, de hiérarchie qui n'existe pas. Vous voyez? Sauf que pour ceux qui viennent en France, il y a la question de c'est un pays qui est bien connu, avec qui on a un passif, un rapport amour-haine très profond. Souvent, beaucoup d'éclatements dans les familles parce qu'on a déjà une partie de la famille qui vit là-bas, donc qui installe des ponts. Donc on arrive rarement de la même manière qu'au Canada, en fait. Peut être tout aussi violent, hein, mhm, ça peut donner lieu à des réalités vraiment très violentes. Mais la France aussi a un passif avec l'Algérie. Donc tout le rapport de discrimination, tout le rapport aux anciennes terres et peuples colonisés en tranche. Ce rapport-là de hiérarchie sociale qui peut se créer directement ou indirectement, la question des complexes aussi, des peuples, la place que vont avoir ces personnes dans la société. Le vécu d'un jeune mhm, migrant ou enfant d'immigrés algériens en France n'est absolument pas le même qu'au Québec. mhm, Absolument pas le mhm. même. L'enfant va grandir dans des valeurs et un mélange culturel déjà différent. Entre la maison et l'école et l'extérieur, ça sera toujours différent. Mais ce ne seront pas les mêmes valeurs. Ce Mhm. ne sont pas Alors, du tout. oui, alors je tiens juste à préciser que nous parlons de la France et du Canada parce que c'est dans ces deux pays où vous avez de l'expérience. Nous sommes regardés également par des Algériens du monde entier, hein, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Amérique du Sud, du Japon, de Chine, d'autres pays, et que nous saluons. Donc, ça n'est pas, on ne peut pas passer en revue tous les systèmes, mais nous avons pris ces deux pays où il y a effectivement les plus fortes communautés émigrées et où vous avez votre propre expérience. Voilà, en Grande-Bretagne, effectivement, c'est notre système. En Belgique, en Hollande, voilà. Au Qatar, où il y a de plus en plus d'Algériens également. Ce sont d'autres systèmes. Là, c'est vraiment deux terrains que vous connaissez très bien. Et c'est pour ça que, en, en qualité de, voilà, en Est-qualité que vous intervenez pour ces deux pays. Et alors, puisque effectivement les systèmes étant différents, le vécu de nos émigrés vont être différents. Donc, si je comprends bien, par rapport à la France, c'est pas parce que le pays plus ou moins connu, quoi, que beaucoup y vont pour la première fois aussi, ils connaissent pas le terrain. Euh, Qu'est-ce qui va faire que le trouble va être présent à tel point qu'on va venir consulter? En C'est- France, Oui, en France ou au Canada. Le trouble de l'émigré, qu'est-ce qui va faire que ce trouble-là, que ce mal-être va être présent à tel point qu'il va éprouver le besoin de consulter un psychologue? bien, c'est très varié. Ça dépend vraiment. Mhm. Oui. Déjà, ça peut être pour les personnes qui sont bien immigrantes, immigrées, hein, donc qui sont bien venues immigrer, on prendra l'exemple de la France en France. Il y a déjà le fait que quand on arrive quelque part,
L'humain tient, il tient tant qu'il le peut. Et quand il se sent mm, dans un environnement où il est capable de se déposer, de relâcher, parfois c'est des cumuls d'années qui se font. Je vous donne un exemple. Une personne âgée peut venir me voir parce qu'elle aurait vécu un événement familial ou autre en venant rejoindre sa famille ici, qui a réveillé chez elle des souvenirs enfouis datant de décennies et de vieux traumatismes qui se sont révélés. Et donc, il faut ventiler et traiter ces traumatismes après coup. Ça peut être ça. Ça peut être un mhm, cumul d'expériences vécues par le passé qui, au moment de l'arrivée dans le nouveau pays, pour une raison ou une autre, s'ouvre. La boîte de Pandore s'ouvre. Et il faut traiter tout ce cumul d'informations traumatiques stockées. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi la question de l'adaptation et de l'intégration qui les pousse à venir, qui mhm, devient compliqué pour eux, qui leur décharge de l'anxiété ou de l'angoisse. Souvent, ces éléments peuvent se sentir dans le couple, au sein de la dynamique familiale aussi. Je reçois beaucoup de couples pour ces questions-là, notamment lors de la première année d'arrivée, souvent. Euh, et souvent aussi sur les conflits parents-enfants. Donc, beaucoup de jeunes qui viennent parce qu'ils soit sont de première ou deuxième génération, euh, soit font face à un conflit bien identifié avec leurs parents, parce que tout ça crée des fossés en fait. Pour l'enfant, pour le jeune qui grandit dans la société d'accueil, il est caméléon, il est entre deux mondes. mhm, Il y a ce qui se mhm, passe à la maison, ce qui se passe dehors, ce qu'on lui dit à l'école, les visages qu'il doit prendre sont différents. Il y a la place que sa société lui donne, il y a la place qu'on lui donne à la maison, il y a un rôle social aussi qui peut être important au sein de la cellule familiale. Et il y a un conflit identitaire très profond. C'est un peu comme la chanson de Zelda qui disait Je suis celui qu'on a puni deux fois, ici et puis là-bas. C'est qu'ils sont quelque part partout chez eux et nulle part chez eux. oui, Voilà. Et donc ça crée tout un conflit, des grandes questions existentielles. Qui suis-je? Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Donc pour répondre à ces questions, souvent les gens viennent me voir pour des questions soit traumatiques, soit des questions où l'angoisse se fait tellement forte qu'ils ont beaucoup de choses à régler, soit des questions de recherche identitaire. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus quoi faire, je suis pris entre deux, trois, quatre feux, je suis à l'intersection de beaucoup trop de réalités. Et la question aussi des personnes intersectionnelles. Intersectionnelles, c'est qu'ils sont vraiment au carrefour de plein de problématiques. Imaginons une femme noire, musulmane, algérienne, mère monoparentale. Ça fait énormément de réalités au carrefour duquel elle se trouve. Et ce qui est mhm, très compliqué, c'est qu'on ne peut pas traiter séparément ces sujets. oui, Il faut qu'on ait une vision d'ensemble, en fait. Il faut qu'on, d'où l'interdisciplinaire que je disais tout à l'heure, le fait d'aller chercher dans plein de secteurs. Il nous faut comprendre sa réalité économique, légale, de statut, psychologique, familial, son enfance. Enfin, il nous faut revoir tout et essayer de mettre de la cohérence là-dedans parce qu'on est morcelé dans une immigration. Le moi oui, se morcelle. On ne sait plus trop qui on oui, est. On est des éternels exilés. Et qu'on soit enfant d'immigrants ou immigrants. oui, C'est le cas oui, dans les oui, deux. oui. Alors, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous allez leur proposer? Je pose la question sans entrer dans vraiment dans la thérapie, hein. C'est votre domaine, c'est votre métier. Et puis, vous pouvez pas y répondre comme ça, je pense bien. Mais c'est intéressant de savoir, euh, est-ce que vous les écoutez seulement, comme souvent on dit chez le psychologue, on va, on parle, on vous écoute. Est-ce que vous êtes une écoute active? Donc, vous allez aussi être dans la suggestion, dans un peu de coaching, un peu de, vous voyez, un accompagnement actif. Est-ce que vous êtes plutôt dans cette optique-là? Puisque vous avez la chance de venir, enfin, d'avoir vécu ce parcours, d'être né en Algérie, émigré au Canada, puis en France. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez. Et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs. Ça fait, oui, c'est encore une fois une grande question. Mais vous avez raison, je vais essayer d'aller au plus simple. En fait, la première chose que je fais avec les personnes, c'est déjà leur demander qu'est-ce que vous attendez de moi?
Qu'est-ce mhm, que vous souhaitez? Parce que c'est d'abord ça. Ça part d'une demande, ça part d'un libre arbitre, ça part d'un choix. Ça part vraiment du choix de la personne. Nous, en tant que mhm, psychologue, on pourrait sauter sur n'importe quelle forme de confession ou de trauma pour expliquer beaucoup de choses. Mais la question est de savoir quel est le choix de la personne. Sur quoi souhaitez-vous travailler, en fait? L'idée n'est pas d'ouvrir plein de boîtes de Pandore qu'on ne mhm. saurait pas Oui, refermer. Voilà. oui, Et le oui, bonheur, c'est pas l'inverse du malheur. oui, C'est ce que je dis souvent aussi. Donc, la question est de savoir qu'est-ce que vous souhaitez avant tout. Et oui, ça redonne du pouvoir à la personne qui en manque, ça lui redonne du contrôle sur sa situation. À partir de là, il faut se définir un objectif pour justement ne pas créer plus d'angoisse qu'il n'y en a déjà, avec des étapes claires. Il faut décomposer une montagne en petites marches. Et oui, en fonction de cet objectif-là, on va s'axer là-dessus. Donc, il faut que la personne ventile avant tout. Bien sûr, il y a des moments où, bah, écouter, c'est déjà une action, en fait. Écouter, c'est déjà une action. Être là, c'est déjà une action. Donc déjà, écouter la personne, c'est sûr que ça prend énormément d'espace. Il le faut. Il le faut parce que quand on met en parole quelque chose, on lui donne réalité aussi et mhm, on comprend des choses. Le pouvoir des mots est très important. La maladie, c'est le mal à dire quelque part. Donc il faut déjà oui, passer par la parole, par l'extériorisation de ça. Euh, Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de dérouler le fil de l'histoire de la personne, comprendre quels ont été tous les contextes qui l'ont façonné, familial, euh, toutes les cultures en fait. On parle de culture ethnique, mais il y a la culture familiale, la culture de travail, la culture ethnique, la culture religieuse, la culture... Il y a toutes sortes de cultures, ville, mhm, campagne. Il nous faut comprendre comment tous ces contextes sont venus influer sur la personne. Il nous faut comprendre quelle méthode elle a mis en place pour se protéger aussi. Lesquelles oui, sont nécessaires de celles qui ne le sont plus. Ce qui peut être notre remède à une époque peut devenir notre poison. Donc voilà, essayez de cerner déjà comment la personne lui donner ce mérite. Comment vous en êtes sorti jusqu'à présent? Où en êtes-vous? Ok, vous en êtes là, vous avez défini cet objectif-là. Et selon ce que la personne souhaite, là, on met en place des outils. Mes outils, pour en nommer certains, ça va beaucoup être sur la psychothérapie, bien sûr, l'écoute, le partage. J'utilise aussi beaucoup d'outils de la thérapie brève qui sont les TCC, thérapies cognitivo-comportementales. Pour faire court, c'est travailler sur le lien entre le corps et l'esprit, comprendre ce qui se passe dans notre corps. Qu'est-ce que la colère? Qu'est-ce que la mhm, tristesse? Qu'est-ce que l'angoisse réellement? L'angoisse n'est pas l'anxiété n'est pas le stress. Essayer de décortiquer ces termes-là avec des méthodes qui nous permettent de nous concentrer sur l'ici et le maintenant. Parce qu'une mhm, thérapie, c'est pas forcément chercher à tout régler. C'est chercher à donner mhm, suffisamment de force pour comprendre et avancer, surtout et avant tout. Donc l'idée n'est pas de partir sur 15 ans de thérapie. Pour certains, c'est possible, mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est mhm. vraiment d'aider la personne à s'outiller, lui donner de l'empowerment, lui redonner du pouvoir sur sa vie et faire ses propres choix. En dehors de tous ces contextes, de toute cette histoire, et nous ne sommes pas qu'une succession d'événements. Nous avons aussi un Oui, libre arbitre. Donc, allez renforcer ce libre arbitre-là pour entraîner un changement. très bien. Alors, à plusieurs reprises, j'ai abordé cette question avec les invités de Diasporama. Euh, Là, je vais aborder la question du communautarisme. Il y a des populations immigrées dans le monde qui se créent leur environnement, le Chinatown, l'Italie, vous voyez? Donc, c'est ces regroupements de populations qui ont besoin de recréer un peu leur environnement d'origine pour se ressourcer, pour retrouver des repères, célébrer les fêtes religieuses ou familiales, etc. Alors, à la question du communautarisme, justement, à ma grande surprise, beaucoup de personnes interviewées dans Diasporama m'ont dit que non, qu'ils n'étaient pas très communautaristes, euh, qu'ils avaient, qu'ils préféraient éviter cela pour mieux s'adapter dans la société dans le pays d'accueil. Mais en même temps, lorsque je reprends encore une fois l'exemple des Chinois,
qui sont un peuple de grands migrants partout dans le monde et et qui sont très, très bien intégrés dans les pays d'accueil, mais tout en restant très attachés à leurs traditions, leur religion et qui vivent très en communauté également. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça peut contribuer, ça peut faire à ce que l'émigré se sente mieux, aille mieux, d'être un peu en vie communautaire, tout en s'adaptant au contexte professionnel, sociétal, etc. Ou alors c'est à double tranchant. Quel est votre avis sur la question du communautarisme? Euh, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que les mots sont très importants, les mots qu'on utilise. Mhm, Et je pense que le mot communautarisme, avec le temps, a pris un ton très péjoratif, mhm, qu'il a, qu'il a été assimilé à une forme de, on dirait qu'on parle souvent de repli communautaire. mhm, Vraiment le mhm, fait de s'enfermer dans la communauté, alors qu'à la base, le communautarisme, c'est aller chercher des ressources de soutien auprès de sa propre communauté pour trouver un sentiment d'appartenance. mhm, C'est très différent, je trouve. mhm. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, déjà. On ne peut Mais pas est-ce qu'il est éviter. nécessaire? Est-ce qu'il est nécessaire? Je pense, pourquoi on ne peut pas l'éviter? C'est parce qu'il est nécessaire. C'est parce qu'une personne qui arrive dans un autre pays en manque de repères, euh, confrontée à un système qu'il ne connaît pas, en isolement total, et confrontée aussi aux questions d'ordre social comme le racisme, comme la discrimination, euh, comme la xénophobie de manière générale, Mhm, eh bien, n'est pas désirable socialement. Donc, son premier réflexe va être de se replier vers sa communauté, vers ce qu'il se connaît le mieux. Donc, oui, en cela, c'est quelque chose de très bénéfique. Ça offre un soutien à la personne. La personne se sent appartenir à quelque chose, dans des repères qui lui sont familiers. Là où ça peut devenir un empêchant, je pense, c'est mhm, quand il y a une fermeture totale communautaire. C'est-à-dire que la personne n'a aucune vie en dehors de sa communauté d'origine. Ce qui veut dire qu'elle vit dans un entre-deux-mondes. Cet entre-deux-mondes n'est ni l'Algérie ni la France. C'est autre chose qui s'est créé entre-temps et qui apporte énormément de bien-être aux gens, mais qui peut aussi nous couper. Donc je pense que quel que soit le côté où on se place, tout ce qui est C'est porté à quoi cet l'extérieur, entre-deux, pardon? C'est quoi cet entre-deux qui n'est ni l'Algérie ni la France? C'est quoi? C'est être sur le web, être sur le monde? C'est quoi? C'est quoi cet entre-deux? cet entre-deux, c'est quand on ne vit qu'au sein de sa communauté d'origine dans un pays étranger. Ah, d'accord, C'est ça. d'accord. Ça Ouais. crée un Ouais. entre-deux où la personne vit dans la société en vivant à côté et pas forcément avec. Donc il y Mm, a des bons et des mauvais côtés, dans le sens où mm, ça apporte énormément de bienfaits, de solidarité, d'entraide. mm, Ça apporte beaucoup de bien, mais pour certaines personnes, ça peut les isoler d'autant plus et les empêcher justement de s'intégrer à moyen long terme dans la société en question. Parce que ça peut aussi mhm, creuser la certitude qu'il n'a aucune place dans cette société. Donc en soi, le communautarisme, pour moi, n'est ni bon ni mauvais. C'est un effet normal de problématiques qui sont beaucoup plus de l'ordre des systèmes, en fait. Heureusement que le mhm, communautarisme existe pour permettre à certaines personnes de ne pas être complètement perdues. Et malheureusement, le communautarisme existe, ce qui empêche certains de pouvoir trouver leur place dans une société qui ne leur ressemble pas, toujours. mhm. Alors, on assiste justement en France à, quand même, il faut le dire, il y a une montée un petit peu de sentiments xénophobes. Il se passe pas un jour sans que les médias n'en parlent, même s'ils en font beaucoup. Mais enfin, beaucoup de personnes d'origine maghrébine ou d'Afrique, de manière globale, le rapportent. Et alors, on se demande si s'il y a plus, s'il y a une montée de xénophobie effectivement aujourd'hui en France, portée même publiquement par des partis politiques, hein, qui ne font plus dans le politiquement correct comme leurs prédécesseurs le faisaient peut-être dans les années 90 ou 2000, bien avant et après. Alors, est-ce qu'il y a une réelle montée de xénophobie aujourd'hui en France? Est-ce que vous l'avez remarqué?
Ou alors, selon vous, bah, ça l'a toujours été, c'est juste qu'on en parle plus aujourd'hui. Mais qu'au fond, cette xénophobie a toujours été là, elle n'est jamais partie. Elle a toujours été là. Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce qu'on en parle plus? Ou est-ce qu'il y en a plus? Je pense, c'est difficile de se prononcer sur cette question-là. Moi, je pense qu'on en entend plus parler Mhm, parce que partout où il y a l'insécurité, la violence, la misère, ça apparaît. C'est très simple. Dans tous les pays, dans toutes les sociétés où ça a pu arriver, plus l'insécurité et plus la violence et la misère sont fortes, plus il y a cette forme de xénophobie qui peut s'installer chez nous aussi. Je veux dire, en Algérie, c'est la même chose. J'ai beaucoup d'amis étudiants subsahariens qui pensent à ce jour que l'Algérie est un pays raciste, qui les nomme aussi africains. Sauf qu'en fait, il faut comprendre que c'est beaucoup plus complexe. En fait, c'est juste que en France, il y a un climat d'insécurité pour tout le monde, à plein de niveaux différents. Il y a une ignorance et une méconnaissance des communautés des anciens pays colonisés par la France. Il y a une méconnaissance de l'histoire, il y a une méconnaissance de tous les processus qui nous ont amenés à ce jour, et rien ne rassemble plus qu'un ennemi commun. Donc je mhm, pense que c'est surtout ça en fait. Je pense qu'il y a une forme de... Je pense qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation, beaucoup, de fausses questions qui nous empêchent d'en voir certaines qui prennent plus de place. Je pense que les populations maghrébines immigrées en France sont en mal-être total. Une des différences, d'ailleurs, je rebondis avec votre première question sur le Canada et la France. La grande différence, c'est la manière dont les communautés immigrantes ont été traitées. En France, on les a parquées dans des ghettos. Au Canada, on leur a dit, vos enfants seront canadiens. C'est quand mhm. même différent. Ça apporte une Oui, vision différente, en fait, une approche différente et une place sociale différente. Donc, moi, je pense que c'est surtout ça. Je pense que la question de l'ignorance, de l'éloignement des grandes villes, je pense que les médias, très vastes soient-ils, je pense qu'une idée est toujours orientée. Et je pense que les gens ont peur et sont dans le doute, qu'ils soient immigrants ou pas. Et quand on est dans le doute et qu'on a peur, eh bien, on cherche un responsable, on cherche un ennemi. Et quand on nous le présente, voilà ce qui se passe. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Moi, ma seule réelle affirmation, si vous voulez, c'est qu'il y a une grande solitude, il y a un grand vide de ressources pour les personnes qui entraînent, oui, du repli communautaire, mais de la discrimination systémique qui est réelle. Il y a une mauvaise connaissance de ces peuples, des peuples de France et de tous les autres peuples immigrants. Vous m'avez demandé tout à l'heure si je recevais des gens d'autres cultures. Bien mhm, sûr, des cultures mhm, arabo-musulmanes, mais musulmanes d'Afrique aussi, d'Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Sud, d'Asie mineure, euh, de, de l'Europe de l'Est, d'ailleurs, plus récemment. mhm, Des gens qui sont là pour des raisons complètement différentes, arrivent avec des statuts complètement différents. Donc en fait, la diversité de la France est telle aujourd'hui, de par ces retours de colonisation, si on peut les appeler, de par mhm, ces immigrations massives, qu'il n'y a pas une seule France. Vous voyez, cette France est mosaïque. Et donc, elle est tout autant en mal d'identité que peuvent l'être d'autres pays qui se cherchent. Il y a cette question-là. Et pour moi, la montée de la xénophobie et de la haine raciale en France, comme on les nomme, ne sont que finalement le résultat logique de tout ça. Tant qu'on oui. n'aura pas installé, je pense, d'espace de dialogue, de documentation, d'information, je pense que ça continuera comme ça. Quoique les nouvelles générations risquent de changer la donne aussi. Ce sont des générations d'information, ce sont des générations de déconstruction. Au niveau de mes patients, je vois une grande différence entre ceux qui ont la vingtaine, voire moins, ceux qui en ont plus. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas la même vie, c'est pas la même génération. Mhm, Et dans ces nouvelles générations, je sens ce besoin de déconstruire, mais ils déconstruisent tellement dans toutes les idées qui font qu'ils sont eux qu'ils finissent par ne plus savoir qui ils sont. On en revient à l'identité.
Et il y a cette envie d'abattre des murs pour construire des ponts, à l'image de ce qu'ils ont connu. oui, Donc je pense qu'il y a un raccord à faire entre communautés, entre générations, entre classes sociales. oui. En tout cas, Voilà. votre retour d'expérience nous intéresse et nous éclaire. On aimerait en discuter encore des heures avec vous sur ces thématiques, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. On ne peut pas traiter de sujets aussi vastes, aussi épineux en quelques minutes, ni quelques heures. En tout C'est cas, ça. ce qui est clair, c'est que votre cabinet ne doit pas désemplir. Vous êtes en plus basé à Marseille, terre d'accueil et de migration de tout temps et de tout ordre. Voilà, quoi. C'est une ville, cette grande ville portuaire est un carrefour migratoire très important. Et je pense que, voilà, beaucoup doivent atterrir chez vous en mal du pays. Mais quand on dit mal du pays, c'est très vaste, mais ça cache beaucoup de choses derrière. Alors, pour terminer, Tamila, j'aimerais qu'on fasse un peu plus connaissance avec vous, comme le veut la tradition dans Diasporama. Euh, voilà, mais c'est vous qui allez peut-être vous allonger et me dire non pas ce qui va pas. J'ai pas la prétention de régler vos problèmes du tout, mais peut-être nous confier, par exemple, nous parler de vos goûts culinaires, par exemple, qu'est-ce que vous aimez manger? Est-ce que vous aimez plutôt les plats traditionnels algériens ou alors vous êtes plus international? Je suis plutôt internationale, mais je suis très, très, très cuisine algérienne. Oui, bah, mes plats préférés, c'est la traditionnelle rechta. Là d'où je viens, voilà, rechta indétrônable. Désolée, mais voilà, Ben dans oui, ma tête, c'est indétrônable. oui, Un de mes plats préférés aussi, c'est le couscous de belote, oui. que dans ma famille, on Gland, fait beaucoup. Voilà, de oui, gland, oui. que dans ma famille, on fait beaucoup. Et le mafé, parce que nos voisins africains le réussissent quand même très, très, très bien. Et ça voyage comme plat, donc moi, ça me plaît. Oui. En musique, Alors, musique, de tout. J'aime de tout. Bon, je pourrais citer voilà, tous les grands artistes, que ce soit d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest ou de l'Est, que j'adore et qui sont plutôt traditionnels. Mais j'ai plus envie de nommer des gens qui sont plus issus des nouvelles tendances, des nouvelles lancées, notamment algériennes. Certains sont des amis d'ailleurs, et ce sont des gens qui travaillent aussi à l'interculturel, qui mélangent des styles, qui font des ponts entre la musique traditionnelle algérienne, les nouvelles tendances, musique électronique, prod, les langues, les chants du monde. Donc vraiment, moi, mm, je suis vraiment dans cette optique-là. Moi, j'aime beaucoup le groupe Rage, avec mon mhm, ami Ahmed Slimani qui joue dedans, le groupe Zaatar, qu'on peut écouter d'ailleurs ici à Marseille, qui sont des Algériens incroyables. Bedouin Burger, groupe algérien que je trouve vraiment pas mal. Faisant de la musique, moi aussi, je trouve qu'ils s'en sortent vraiment bien. Je dirais Sirocco. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Sirocco, oui, qui s'est oui, formé. Bah, voilà. Très bons amis à moi aussi. Ils se sont formés à Montréal, donc des groupes d'Algériens mélangés à d'autres cultures et qui, pareil, abattent les murs pour faire des ponts et notamment avec leur guitariste Ali Idress et Iles Amadou qui ont fait un travail remarquable pour mettre en avant justement notre culture. Et dans tout ce qui est musique électronique, vu que c'est de plus en plus en vogue et que ça perce énormément, je vous conseille DJ Moons, qui est une femme de Constantine incroyable, oui, magnifique. Oui, qui est elle est magnifique, magnifique. Oui, oui, et qui a vraiment travaillé dur sur le son qu'elle nous propose. Et c'est aussi de la documentation pour moi. Je trouve que ça documente aussi les choses. Et aussi Oxam, que je vous invite à découvrir. Oxam, qui est un oui, artiste oranais. Oussama Bellatar, bon ami aussi, qui est un artiste oranais qui fait de la prod électronique, de la musique électronique mélangée au chant du monde.
dont musique algérienne, qui se trouve sur... Magnifique. On apprend beaucoup de choses avec vous. En plus, Ah c'est bah écoutez, superbe. on veut créer des ponts, quoi. Oui. Et c'est beaucoup dans les fusions, je remarque, dans la musique. Alors, on parle beaucoup de fusion de cuisine. Il y a des restaurants qui font de la cuisine fusion, la musique fusion. Donc, je pense qu'au final, c'est un bon, non pas une bonne échappatoire, mais c'est, euh, c'est un bon état d'esprit, voilà, d'être culture du monde et de s'inspirer des belles choses du monde pour se réinventer ou se redéfinir en tant qu'artiste ou en tant que citoyen du monde également. Alors, vos lectures, Camilla, est-ce que vous lisez plutôt des choses en rapport avec votre travail ou non? De tout, De tout. vraiment de tout, de tout. Dans mes lectures, un de mes livres préférés, c'est Sophie, mon amour, de Elif Shafak. Oui. Euh, J'aime beaucoup les livres d'Emin Melouf, ça c'est sûr. D'ailleurs, en lien avec notre thème d'aujourd'hui, les désorientés, les identités Ah oui, 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 meurtrières, oui, beaucoup oui, de oui, ces tout à livres, fait. Oui, oui, il en a beaucoup parlé, oui, oui, beaucoup de oui. ces livres, mais beaucoup de bandes dessinées aussi. Je trouve que c'est un nouveau, pas nouveau, mais je trouve que c'est un média qui est vraiment très porteur. Moi, je m'en sers beaucoup avec mes patients, Mm, mes amis, je l'élargis au maximum. Je pense que la BD, c'est vraiment quelque chose qui est très accessible pour les gens et c'est une partie de l'avenir culturel très fort. Je dirais Le chat du rabbin de Johann Spar. Un livre, une BD que j'aime beaucoup, c'est Culotté. Culotté. Ça parle de portraits de femmes à travers le monde qui ont montré leur cran. Ça me plaît. oui. Et les L'Arabe du films, alors? futur aussi, c'est pas mal. Les films? Oui, 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 Alors, les films, je regarde de tout. Euh, Oui, je regarde de tout. Bon, récemment, bah, j'aime beaucoup le cinéma du monde arabe et je suis à l'affût des films algériens. On a tous beaucoup entendu parler du film de La Roqueuse du désert, de Hassan Bacharia, justement, par Sarah Nasser. Je trouve que c'est un film incroyable. Euh, Firas et Rond-Point, qui est un documentaire que je conseille à n'importe qui est magnifique, qui se de passe dans le jardin. Farhani, oui, 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 Hassan oui. Farhani. Hassan Farhani, oui. Et oui, en film, je dirais que c'est pas mal ça. Et Limbo aussi, qui est un très très beau film qui parle aussi d'immigration. Mhm. Si vous voulez, Très bien. l'immigration, on y baigne éternellement finalement. Ben oui, puisque vous êtes vous-même de votre terre d'origine, donc je vois très bien, vous essayez de vous tenir au courant de ce qui se fait en musique, en littérature, en cinéma, et c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit de pas savoir avec avec Internet, on peut être au courant de ce qui se fait partout dans le monde. Et justement, est-ce que vous êtes, euh, par exemple, est-ce que vous informez de ce qui se passe au pays à travers les pages des réseaux sociaux? Il y a beaucoup de nos invités qui sont très souvent beaucoup plus au courant de ce qui se fait que des Algériens en Algérie. J'ai rencontré des gens qui sont au Canada, qui savent exactement le dernier restaurant qui a ouvert à Alger ou à Oran, à Constantine, le meilleur, je sais pas quoi, ou aller prendre un café. Enfin, ils sont au courant parce qu'ils sont connectés sur des pages, sur les réseaux sociaux qui en parlent. Alors, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes abonné à des pages algériennes qui parlent de lieux, de loisirs, d'actualités ou de choses comme ça? Ben, un peu comme tout le monde, oui, je me renseigne sur Oui. Facebook, sur Instagram, mais je suis pas trop réseau pour ça. Mais le bouche Mhm. à oreille fonctionne énormément. Oui. Oui. Moi, voilà, je me déplace ou alors des fois on s'envoie. Mais oui, il y a certaines personnes que je suis sur les réseaux et autres, mais je suis plus des artistes, des personnes qui me rejoignent dans les choses que j'aime faire, qui eux publient des choses. Moi, je crois Mm. vraiment à ça, au Une bouche à fan. oreille entre copains, quoi. Oui. Et alors, la dernière question, qui est la question rituelle de Diasporama, Mhm. Camilla, et qui concerne le jour de votre départ.
Le jour où vous avez quitté l'Algérie, vous êtes parti étudier à l'étranger, vous devez vous rappeler de ce jour, j'imagine. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous aviez emporté dans vos bagages de chair à votre cœur et à vos yeux? Quel était cet objet? Oui, je pense que personne ne l'oublie. Eh bien, moi, j'ai commencé par prendre ma guitare avec moi. Euh, C'était une guitare qui était très chère à mon cœur. J'ai pris aussi avec moi une croix du Sud que ma mère m'avait offerte et des vêtements traditionnels berbères et algérois parce que bah, chez moi, c'est quelque chose qui compte. L'artisanat, les bijoux, les vêtements, c'est quelque chose qui pour moi est très important. Faire vivre ça au travers de manière visible et de me Mhm. l'approprier tous les jours. Donc il y avait ça. Je dirais que j'ai pris, je pense, un demi-kilo de mhadja, au moins, Oui, et oui. deux bonnes grosses bouteilles d'huile d'olive que ma famille m'avait données en disant, tu Bien échangeras contre d'autres scotché, bien choses. fermé. C'est ça, monnaie Ouais, d'échange, on sait jamais. Ils adorent ça. Donc, ouais. oui, moi je vous dirais que c'est plutôt voilà, nourriture, patrimoine. J'ai pris avec moi le livre Les Désorientés. Et ouais, je l'ai Ouais, pris avec ouais. moi. Je le lisais à ce moment-là, c'était par hasard, mais je l'ai pris avec moi. Ça me parlait un peu trop, donc je l'ai pris avec moi. Puis je vous dirais que c'est ça, voilà. Ma guitare, de la nourriture, des vêtements traditionnels, tout ce qu'il faut pour s'en aller à Et oui. l'aventure, quoi. Voilà. Et la bonne huile d'olive. Et la En tout bonne huile cas, d'olive. oui. Merci Tamila Hashmi, en tout cas, pour ces réponses et ces confidences. Merci d'avoir répondu à nos questions sur les questions d'immigration. Vous étiez avec nous à partir de Marseille. Je remercie nos spectateurs de nous avoir suivis et je vous rappelle à tous que vous pouvez revoir ce programme sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, le site web, la page Facebook et la chaîne YouTube, bien entendu. À très bientôt, Tamila. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Maya, à bientôt. À bientôt sur Algérie. Au revoir.